BFM Business, Impact PME l'hebdo, présenté par Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 7e numéro de la saison 2 d'Impact PME. Vous le savez, cet événement organisé par BFM Business et la CPME pour voir un peu ensemble comment les TPE-PME françaises affrontent cette crise inédite. Toujours dans l'adversité, toujours aussi avec beaucoup de résilience et de courage, comme on va encore le démontrer aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir trois invités, comme d'habitude, d'ailleurs avec Dominique Dupaty. D'abord, bonjour Dominique. Bonjour Philippe. Dominique qui est fondatrice et gérante de l'agence Handi Réseau et de Réseau RH. Et on va évidemment parler à la fois handicap cette semaine, une semaine en plus importante, la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et on va aussi parler emploi, justement, avec vous, Gilles Gâteau. Bonjour Gilles. Bonjour. Gilles qui est directeur général de l'APEC. Et puis on va parler emploi, tech et beaucoup d'autres choses aussi, bien sûr, avec Geoffrey Anduze. Geoffrey qui est directeur en fait de la BU EMAR chez Cegid. ERP, pardon, chez Cegid. On se retrouve puisqu'on a déjà été ensemble dans une de ces émissions. On va commencer avec vous, Dominique Dupaty, parce que votre parcours m'a interpellé en fait. Je le trouve formidable parce que vous évoquez que vous avez eu je crois une chance de fréquenter quand vous étiez enfant une école qui est l'école de Montessori et qui accueille notamment les enfants handicapés. Et dès l'âge de 8 ans, en fait, vous avez été très sensibilisé en fait au problème du handicap. Et du coup, ça a influencé toute votre vie au point en 2009 de créer votre entreprise. Racontez-nous. Eh ben, c'est vrai que la façon dont Anna Montessori c'est Maria Montessori d'ailleurs, a vraiment pris les choses, hein, ça a complètement modifié ma vision parce qu'on faisait des choses ensemble, même si les personnes étaient différentes. Et c'est aussi pour ça, effectivement, que j'ai créé Handi Réseau, sur la différence. Et j'ai attendu... Très jeune, en tant qu'enfant, ça vous avait marqué au point d'influencer vos choix de vie et vos choix d'entrepreneur? Oui, parce que, en fait, c'était plus un problème pour moi. C'est-à-dire que l'enfant, il s'imprègne. Hein. Vous savez, nous, on travaille sur le cerveau, hein, chez Handi Réseau, on en reparlera. L'éthologie. Voilà, sur l'éthologie humaine. Le cerveau s'imprègne très facilement, il est extrêmement malléable, et d'ailleurs, il est malléable jusqu'à la fin de sa vie. On pense qu'on perd des neurones très facilement, mais on peut en conserver. Et c'est bien aussi le sujet qui nous occupe sur les personnes âgées actuellement. Mais alors, que faites-vous avant de créer l'entreprise? C'était votre première entreprise, Handi Réseau? Oui, ma première, la toute seule, première. La seule. 45 ans, avec mes petits bras musclés. Qui reste une TPE. Qui reste une TPE. Vous êtes 3 personnes, et que faites-vous tous les jours chez Handi Réseau? Alors d'abord, j'ai commencé à faire du conseil en achat auprès du secteur du travail protégé et adapté. Oui. C'était effectivement le fait de faire des passerelles entre l'entreprise ordinaire et l'entreprise classique. Mmh. Et de ce fait, j'ai créé également les trophées des femmes en entreprise adaptée, qui a un très grand succès, et qui justement remet des trophées à des femmes remarquables qui travaillent dans ces réseaux et qui sont ce que j'appelle les compétences discrètes. Voilà. Ça, c'était le début. Vous dites, j'ai commencé par... Oui. Aujourd'hui, Handi Réseau, quel est le spectre de son activité? Alors, Handi Réseau, moi, j'ai rencontré mon associé qui s'appelle Anne Mongermont et qui est éthologue humaine. Donc, l'éthologie... Alors, rappelons ce qu'est l'éthologie. Je ne suis pas certain que tout le monde sache précisément ce à quoi ça sert. Voilà, c'est quelque chose d'un peu particulier. L'éthologie, c'est la science du comportement. Oui. On connaît plutôt l'éthologie animale, mais l'éthologie humaine existe évidemment. L'éthologie, c'est de pouvoir être accompagné par un éthologue pour remettre en place un repositionnement comportemental. Vous savez que dans les entreprises, voilà, on travaille sur la production, mais effectivement, ce sont les hommes, le savoir-faire est en général là. Mais quand le savoir-être commence à gripper, ça pose des vrais problèmes dans les équipes et aussi pour les individus. Donc nous, on est repositionnaire, on est traducteur comportemental. Et effectivement... Mais qui sont vos clients? Ce sont des individus ou ce sont des entreprises qui essaient justement de résoudre les problématiques que vous évoquez chez leurs collaborateurs? Alors, ce sont que des entreprises. D'accord. Qui identifient que c'est quelqu'un a un souci, voilà, et on vous l'envoie. Voilà, exactement. Quelle nature de soucis? Enfin, quels sont les... Quand on parle d'apprendre le savoir-être, voilà, ça veut dire beaucoup de choses. De tout type de soucis. On est dans la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Donc, on a commencé avec le handicap. Mais évidemment, maintenant, on vient nous chercher sur des personnes qui ont ce qu'on appelle des comportements qui peuvent être inadaptés auprès des équipes. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui ne se met jamais en avant ou qui a toujours peur de faire quoi que ce soit, ça existe beaucoup dans les entreprises. On va l'accompagner, on va l'aider à identifier justement les comportements
comportements qui ne correspondent pas aux attentes aussi de l'entreprise et qui vont le réaligner. Et en fait, c'est bien ça notre objectif chez Andi Réseau. Une fois de plus, les soft skills commencent à prendre le pas sur les hard skills. Très important, le cerveau compétences techniques versus compétences humaines. Tout à fait, qui entre vraiment, la neurobiologie, qui entre vraiment dans l'entreprise, ça c'est tout à fait nouveau. Et tout ça fait partie du Andi Réseau. Et juste un mot sur Réseau RH, c'est la même chose ? Alors tout à fait, Réseau H en fait. Réseau H, pardon. C'est l'émanation d'Andi Réseau, puisque Andi Réseau commence à accompagner justement sur comment je réadapte mon comportement, comment je suis mieux aligné dans l'entreprise. Et donc Réseau H prend le pas en déclinant l'éthologie humaine sur accompagner des PSE, parce que c'est le savoir-être qui va compter le plus, décliner des formations, par exemple, comment les animaux et les végétaux peuvent inspirer les managers. Voilà, on est vraiment sur... Vous passionnez nos invités, là, je vois les visages de Geoffrey. Sur la biologie qui doit rentrer dans l'entreprise, parce que, en plus, les salariés sont passionnés par ce genre de choses. Bien et sûr. on pense qu'on n'est pas les seuls maîtres de l'univers. Alors quand on parle emploi en France, Gilles Gâteau, on pense emploi des cadres notamment et APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. On rappelle juste à quoi elle sert et depuis quand ? Alors, l'Association pour l'emploi des cadres, c'est un organisme paritaire qui est géré par les organisations patronales et syndicales depuis 1966. Ça n'est pas le pôle emploi des cadres. C'est une vision oui, on croit que c'est ça, parfois. Souvent qu'on peut avoir, mais qui ne correspond pas à la réalité. La moitié des clients de l'APEC sont des cadres qui ont un emploi et qui viennent vers l'APEC spontanément, c'est pas l'entreprise qui les envoie pour solliciter le coup. C'est ça. Un conseil en évolution professionnelle, qui est gratuit, je crois. CEP, qui est gratuit, qui est délivré par l'APEC en particulier, et un tiers à peu près des clients sont des cadres en recherche d'emploi, en transition professionnelle. Et puis il y a les jeunes diplômés qui n'ont pas encore travaillé, qui entrent sur le marché du travail et que l'APEC accompagne également, et notamment dans cette période très difficile pour eux, où nous sommes mobilisés prioritairement pour ces jeunes diplômés. Justement, parce qu'on parle d'une génération entre guillemets potentiellement sacrifiée, vous commencez déjà à le ressentir justement. Parce qu'on essaie quand même d'ancrer cette émission dans le réel, parce que si on avait fait cette émission l'an dernier, il y a eu une saison 1 d'Impact PME, on ne parlait pas des mêmes choses l'an dernier. Cette année, on parle quand même de souffrance, on parle d'inquiétude, on parle de déprime chez certains. J'entendais ce matin qu'un chiffre sur la dépression des Français qui est passé de 10 à 20%. Enfin, est-ce qu'on le ressent aujourd'hui à l'APEC, vous qui êtes un observateur formidable de l'état d'esprit des cadres aujourd'hui ou des futurs cadres ? Alors, ce qu'on ressent très fortement, c'est que, contrairement à peut-être certaines idées reçues, les cadres ou les jeunes diplômés, même avec un bon diplôme, un master, un doctorat, ne sont pas épargnés par la crise. Si je prends les jeunes... Quelles que soient les écoles, quelles que soient... Si je prends les jeunes diplômés, clairement, ils étaient dans une situation très favorable jusqu'à l'année dernière, avec des entreprises qui leur couraient après, clairement, pour les embaucher sitôt leur diplôme obtenu. La situation s'est renversée de façon très brutale. Le nombre des offres sur apec.fr, qui est un bon observatoire en effet, puisque c'est pratiquement la moitié des recrutements de cadres en France qui passent par le dépôt d'une offre sur apec.fr. La moitié ? La moitié, 47%. D'accord. Eh bien, ces offres accessibles aux débutants, c'est-à-dire qui sont vraiment pour les jeunes qui sortent de l'université, de l'école, ont baissé de 40% depuis le début de l'année, là où pour la moyenne des cadres, c'est plutôt du moins 30%. Donc on voit qu'il y a un écart et que ces jeunes diplômés, évidemment, sont les premiers à souffrir de quoi ? Du ralentissement, voire du gel des embauches dans les entreprises. Alors ça, ils n'étaient pas préparés, clairement. Ils n'ont pas appris à engager une recherche d'emploi sur le marché du travail, d'où le plan que l'APEC a mis en place pour eux. On va accompagner 50 000 de ces jeunes diplômés d'ici l'été 2021 à travers des ateliers qu'on appelle l'objectif premier emploi et qui leur donnent un peu les armes pour bâtir un plan d'action. Et puis certains qui auront plus de difficultés à mettre en œuvre ce plan d'action et à trouver leur chemin, on les accompagnera de façon plus personnalisée dans la durée. Voilà. Mais c'est à peu près le double de ce qu'on faisait habituellement pour les jeunes diplômés. C'est vraiment ce qu'il faut faire maintenant
pour ces jeunes. Mais quand on dit se réinventer, pivoter, changer de business model, quand on est entrepreneur, quand on a une entreprise, il y a des pistes, on le voit bien. Il y a avec beaucoup d'intelligence et de créativité en ce moment. Pour autant, quand il n'y a pas de marché de l'emploi, 50 000 personnes, qu'est-ce qu'on va leur dire ? Comment est-ce qu'on peut faire autrement quand c'est en face le marché qui est arrêté ? Et c'est un message que vous voulez lancer, c'est pas d'attentisme, continue d'embaucher. C'est aussi un des messages clés que vous voulez adresser notamment aux entreprises aujourd'hui. Absolument, parce qu'il y a bien sûr les impacts sur le business des entreprises. C'est évident que un restaurateur aujourd'hui ou un hôtelier qui est fermé, c'est compliqué de lui expliquer qu'il est nécessaire qu'il embauche aujourd'hui. On comprend dans ces situations qu'il y ait une espèce de suspension du temps. Mais ça n'est pas le cas général. Il y a beaucoup d'entreprises, et notamment de TPE-PME, puisque à peu près la moitié des jeunes diplômés s'insèrent dans des entreprises de moins de 250 salariés. Ils ne le savent pas toujours. Ils pensent plutôt les grandes entreprises, les L'Oréal, les Engie, les EDF, etc., près de qui on va candidater. Il y a la moitié du marché pour ces jeunes, il est dans les entreprises de moins de 250 salariés. Et beaucoup de ces entreprises aujourd'hui ont besoin de recruter, peut-être hésitent à le faire, peut-être pensent que le moment d'un confinement n'est pas un moment propice pour recruter, parce que c'est plus difficile de rencontrer des candidats, bien sûr. Parce que peut-être les candidats sont moins actifs eux-mêmes dans leur recherche. C'est tout ça qu'il faut combattre, et notre message, c'est vraiment celui-là. C'est pas le moment d'attendre lorsqu'on a des besoins, ou lorsqu'on veut préparer la suite, préparer la reprise qui sera là demain, ou préparer l'avenir si on raisonne à plus long terme. On parlait des apprentis avant l'émission. C'est clairement préparer le futur que de former des jeunes par l'apprentissage. Parce que ceux qu'on ne forme pas aujourd'hui, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, c'est des compétences qui nous manqueront. Bien sûr. Donc il y a vraiment ce message de poursuivre le mouvement, même pendant cette période de confinement. On peut rencontrer des candidats, on peut chercher du travail quand on est un jeune ou quand on est un cadre en recherche d'emploi. On peut recruter quand on est une entreprise. Dominique Dupaty a entendu ce message puisque vous êtes peu nombreux et pourtant vous avez recruté un apprenti. Oui, absolument. Je pense que les entreprises ont une vraie responsabilité. Comme dit Gilles Gâteau, il ne faut pas s'arrêter. Et en plus, si vous voulez, anticiper, c'est bien gérer. Ça, c'est sûr. C'est vrai que j'ai profité aussi des aides de l'État. L'État est quand même très acteur aussi. Avec un grand succès, parce qu'apparemment, l'apprentissage a beaucoup moins souffert presque que le recrutement classique en cette période, grâce justement à ces aides. C'est une très bonne chose. Tout le monde l'a reconnu, tout le monde l'a reconnu à l'évidence. Formidable. Bien sûr. Geoffrey Anduze, je rappelle que vous êtes le directeur de la BU ERP chez Cegid. Parlons de Cegid en 2 mots quand même, parce qu'on connaît l'entreprise de nom, mais on ne sait pas qu'elle fait beaucoup de choses. Et elle couvre à peu près beaucoup d'aspects de nos vies par le numérique aujourd'hui, globalement. Donc Cegid est une entreprise française, un éditeur de logiciels, 3000 personnes, près de 500 millions de chiffre d'affaires, dans 75 pays, et on est un acteur fort, majeur, dans les métiers autour de l'expertise comptable. Voilà, moi je vous ai connu historiquement, dans les années 80 avec Olas, qui était le fondateur. Sa cible au départ était les experts comptables, aujourd'hui c'est beaucoup plus large. Voilà, donc les experts comptables, le métier de la paye, du retail, de la fiscalité et des solutions de gestion financière, donc les ERP, et des solutions de gestion financière et des ressources des entreprises. Alors vous êtes au cœur digitalisation des entreprises. Voilà, vous êtes au cœur de plein de choses parce qu'on le rappelle souvent dans cette émission, quand on parle de la maturité digitale des entreprises françaises, bon, on est pas mal, mais enfin on n'est pas les meilleurs. On est toujours 10, 11e, selon les sondages. On sait aussi quand on accélère vite en France. Mais vous êtes sur énormément de sujets qui concernent les entreprises aujourd'hui. On évoquait les pivots, les click and collect, etc. Tout ça suppose une refonte des systèmes informatiques et vous êtes au cœur de ça. Nous sommes au cœur de ces activités de manière à accompagner. Notre responsabilité, c'est d'accompagner nos clients pour faire évoluer leur outil informatique pour répondre à cet enjeu digital. Que ce soit en termes de comportement, comme vous l'avez évoqué, que ce soit en termes d'activité, on parlait du click and collect, de la signature électronique. C'est majeur, la signature électronique. Un certain nombre de sujets, la dématérialisation des factures aussi, qui est un programme lancé par le gouvernement. Donc notre responsabilité, c'est d'accompagner les entreprises pour mettre en place des outils qui vont consolider, faire converger l'ensemble des données de l'entreprise de manière à créer des nouveaux services et de développer des nouvelles activités. Et quelles sont, d'après vous, les lacunes aujourd'hui des TPE-PME, qui est aujourd'hui le cœur de notre émission? Qu'est-ce qui leur manque encore? Parce que je pense qu'ils ont compris qu'ils n'ont plus beaucoup le choix, qu'il faut y aller maintenant relativement vite. Mais quels sont les handicaps? Quelles sont les solutions que vous apportez à ceux qui hésitent encore ou pour aller plus vite, en fait? Ce qui est intéressant, c'est que la crise a mis en exergue plus que jamais le besoin du digital.
nos habitudes, effectivement, on n'est pas dans une parenthèse. On consomme différemment. Il y a beaucoup d'activités qui se sont développées. Les commerçants, par exemple, vous avez cité tout à l'heure, se sont développés différemment. Donc l'enjeu que nous avons et les lacunes que rencontrent les PME aujourd'hui, nos clients, c'est cette capacité déjà à définir une stratégie digitale et le recrutement, le besoin d'avoir de compétences, donc d'accompagner leur entreprise dans cette stratégie. Parce que c'est ça, souvent on s'aperçoit que ce sont les compétences qui manquent, les compétences digitales, y compris d'ailleurs chez des gens jeunes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que parce qu'on est jeune, on a une parfaite maîtrise et qu'on est complètement un geek absolu. Oui. Même si ça facilite, parce qu'ils sont plus nés dedans, ils sont plus digital natifs que certains autres. Et puis quand on parle d'outils, souvent on voit une complexité. Longtemps, l'outil a été un frein au développement de l'entreprise, où c'était là pour piloter, mais ne pas appréhender les nouveaux enjeux de l'entreprise. Aujourd'hui, par les nouvelles technologies, par le cloud, par les solutions qui sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus standards, même une PME aujourd'hui, pas uniquement un grand compte, peut appréhender et développer des nouveaux services pour développer son entreprise. Et dans ce cadre-là, effectivement, le recrutement et les compétences changent. On a besoin des profils avec double compétence, connaître le métier, mais aussi avoir des notions digitales pour pouvoir appréhender le métier au digital. Le recrutement qu'on évoquait avec Gilles Gâteau sur l'impact du digital en matière de recrutement, vous êtes là-dessus vous-même? Il y a des solutions sur lesquelles vous aidez, vous facilitez justement du recrutement de façon digitale, c'est quand le physique ne le permet pas, ou vous n'êtes pas sur ce créneau? Alors, pas directement sur le recrutement, par contre, nous avons des solutions de gestion de ressources humaines, de la paye et de l'ensemble de la relation avec les collaborateurs. Gilles Gâteau, justement, à propos de ces compétences numériques, est-ce qu'on a de meilleures chances aujourd'hui de trouver un job quand on les possède? Ou est-ce que vous avez là-dessus est-ce que vos études ou cet observatoire que vous êtes, que j'évoquais tout à l'heure, valide qu'aujourd'hui, on a quand même intérêt dans son parcours à intégrer ces compétences digitales? Alors, on doit les intégrer, et ce qui vient d'être dit le montre bien. Aujourd'hui, le digital, le numérique, il envahit tous les métiers. Pas seulement les métiers en lien direct avec l'informatique ou les systèmes d'information. Aujourd'hui, tous les métiers ont besoin de manipuler. Et si vous regardez la situation que l'on vit en 2020 avec la généralisation du télétravail, bon, certes subie, mais dont on voit bien qu'elle va demeurer beaucoup plus étendue que ce qui était le cas avant cette crise, eh bien, pour un cadre, c'est pas seulement la maîtrise de l'outil qui lui permet de se connecter à distance avec Teams, avec Zoom, avec Webex, peu importe, mais c'est aussi la capacité à manager ses équipes à distance. C'est un énorme enjeu du management à venir. C'est évidemment un énorme enjeu qui nous ramène au sujet du comportement, parce que derrière, c'est l'écoute, c'est la capacité à percevoir chez son interlocuteur, même s'il n'est pas en face de soi, des signes de malaise ou de perte d'intérêt, voilà, d'avoir cette capacité d'attention, d'animation, de créer du lien parce que le collectif se dissout. Oui. Donc les cadres, ils sont doublement impactés, eux-mêmes en tant que salariés utilisant ces outils, et puis comme manager ayant à accompagner ce changement qui est brutal quand même, parce qu'il s'accélère, cette crise leur a encore accéléré, et on n'en a pas encore mesuré forcément tous les impacts. Donc ce qui se dit là autour de ce plateau, à la fois sur l'importance des compétences relationnelles et comportementales et sur la généralisation du digital, finalement ça va ensemble et ça redessine la recomposition du métier et des exigences et des attendus vis-à-vis des cadres. Et les outils ont vraiment fortement évolué, on parlait du cloud tout à l'heure, ont fortement évolué, et finalement on ne cherche plus des experts. On cherche des gens qui vont être capables d'appréhender ces nouvelles ergonomies, beaucoup plus simples, orientées sur l'usage, pour de manière à traduire le métier du client. Bien sûr. La data, chez vous, ça a un rôle important, parce que c'est quand même un des éléments profondément structurants de l'économie de demain. C'est au cœur de tous les métiers. C'est au cœur de tous les métiers. Ouais. Et donc, notre métier, une nouvelle fois, c'est d'être capable de collecter, de faciliter, de monétiser, de valoriser pour donner des capacités à décider, des capacités à agir, et effectivement, dans l'ensemble des métiers. L'outil aujourd'hui, c'est d'amener un outil de pilotage qui ne va pas piloter uniquement la dimension financière de l'entreprise, mais l'ensemble des capacités. Et donc, ça amène naturellement des changements de comportement. On va y revenir dans un instant. Allez, non, je vous en prie. On parlait des freins tout à l'heure. Les freins, effectivement, il y a la stratégie, la compétence et cette capacité à changer, à évoluer ses comportements pour appréhender les technologies, les outils et donc les nouveaux métiers.
C'est un business énorme, Dominique Dupaty, pour vous, tout ça. Mais oui, mais tout à fait. C'est pas 3 personnes qu'il vous faut demain, c'est une multinationale de l'éthologie. Alors, c'est compliqué de trouver des éthologues humains, hein. C'est assez Comment difficile. je deviens éthologue? Allez, ça me passionne, comment je peux devenir éthologue? Eh bien, on fait des études scientifiques, hein, Oui. effectivement. C'est vraiment, ça touche bien sûr à tous les types de sciences, c'est-à-dire la neurobiologie. Vous savez, c'est Cyrulnik qui est justement spécialisé, qui est Monsieur Résilience. Et Monsieur Résilience, et évidemment, c'est lui aussi qui a donné accès à l'éthologie, à tout ce qui touche évidemment au comportement. Comment on devient éthologue? On fait des études et puis surtout, on est sur le terrain, on accompagne des gens et c'est ça aussi qui fait l'expérience de nos éthologues. C'est un métier d'indépendant? C'est un métier, général, on est... Oui, on peut être... Alors, en général, on est éthologue animal, hein, c'est-à-dire on accompagne, on s'intéresse aux chevaux. Justement, vous savez, c'est Conrad Lorenz qui a été vraiment le premier éthologue avec ses oies. Et nous, on l'a transféré et notre originalité, c'est que justement, on en fait bénéficier l'entreprise pour que justement le modèle fonctionne bien et que ça roule bien. Dominique Dupaty, est-ce que ce confinement accroît encore ou au contraire favorise, peut-être je ne m'en rends pas compte, l'emploi des personnes handicapées? C'est-à-dire, est-ce que ça accroît les difficultés? Est-ce que ça les isole davantage? Ou est-ce qu'au contraire, finalement, beaucoup d'entre eux qui sont moins mobiles peuvent maintenant travailler à distance avec les nouveaux outils que l'on connaît tous? Est-ce que finalement c'est une chance pour certaines personnes handicapées que l'ensemble de nous tous soyons quelque part obligés de rester chez nous en ce moment? Alors, question peut-être inutile, mais j'aimerais savoir. Pas du j'aimerais tout. penser que que ça améliore les choses. Alors, moi, je suis vice-présidente en charge de l'inclusion aux côtés de François Asselin de la CPME, mais je suis également administrateur de la GFIP. Oui. Et donc, la GFIP a fait énormément justement pour accompagner les personnes handicapées pendant cette période très compliquée. C'est vrai que le problème souvent des personnes en situation de handicap, c'est l'isolement. Donc la GFIP a fait énormément justement pour éviter l'isolement, à accompagner les entreprises, etc. Mais c'est vrai que c'est un véritable problème. Déjà, le taux de chômage des personnes handicapées est le double des personnes valides. Et là, ça ne va pas aller en s'arrangeant, hein. Il faut que justement, comme dit Gilles Gâteau, continue à embaucher. Vraiment, on attend ça. Justement, Gilles Gâteau, est-ce que l'APEC fait des choses par rapport au handicap? Je crois que vous avez des partenariats, notamment. Est-ce qu'on peut en parler? Absolument. On est impliqué dans un certain nombre de partenariats pour accompagner. Alors, plutôt récemment, on va dire, hein, l'APEC n'a pas toujours été aussi impliquée, mais il faut qu'on le soit, et de plus en plus. En tant qu'employeur, on respecte notre obligation légale, et c'est bien, mais là aussi, on peut peut-être quelle est-elle, si on peut la rappeler, au-delà. Peut-être, à ceux qui ne le savent pas, l'obligation légale, quelle est-elle? En fait, c'est embaucher ou maintenir dans l'emploi 20% des effectifs pour les entreprises de plus de 20 salariés. 20%. Donc c'est beaucoup. Non, 6%. 6%. Oui, pardon, c'est moi qui me suis trompée. C'est 6% de personnes en situation de handicap qui doivent être présentes dans les entreprises de plus de 20 salariés. Et si on ne le fait pas, il y a des pénalités? Oui, disons que c'est un transfert financier qui va justement vers les entreprises qui ont besoin d'adapter l'emploi, de suivre leurs salariés, etc. Donc effectivement, c'est une pénalité, mais on peut y répondre. On a des outils particuliers. D'ailleurs, l'APEC, je pense aussi, est un levier pour développer l'emploi des personnes handicapées. Pour élargir au-delà des personnes handicapées, parce qu'il y a cette problématique de l'isolement, hein, qui évidemment est un vrai risque. Il y a des choses un peu paradoxales dans la situation d'aujourd'hui. D'un côté, il y a moins d'offres et plus de personnes qui sont en recherche d'emploi, donc on peut se dire que les chances diminuent. Oui, mais dans une entreprise qui recrute, par exemple un cadre, hein, qui cherche sur un poste, il va examiner des candidatures qui viennent de personnes qui sont sans emploi ou de jeunes qui rentrent sur le marché et de cadres qui sont en emploi. Or, ces cadres qui sont en emploi aujourd'hui, leur mobilité va peut-être se ralentir. C'est ce qu'on a observé dans toutes les crises du passé. Il y a plus de frilosité à prendre le risque de changer d'entreprise dans une période comme celle-là. Et donc, il n'y a pas forcément, en vérité, plus de compétition sur un poste donné parce qu'il y en a plus d'un côté et peut-être moins de l'autre parce qu'il y a moins de mobilité des cadres. Donc, c'est aussi ce que nous disons aux jeunes ou aux moins jeunes ou aux personnes souffrant d'un handicap que nous accompagnons. Ne pensez pas que la situation réduit nécessairement
vos chances sur un recrutement parce que peut-être que vous ne serez pas en compétition avec des cadres expérimentés en activité qui hésiteront davantage à changer de travail maintenant. Peut-être, Geoffrey Anduze, une toute dernière question, il nous reste un peu plus d'1 minute. Est-ce que la tech peut aider justement les personnes handicapées à mieux travailler, à plus travailler? Est-ce qu'il y a des bonnes pistes? La tech va profondément aider parce que c'est à la fois une révolution technologique, mais aussi, on l'a vu, une révolution sociétale. Et on travaille énormément aujourd'hui dans le recrutement de profils qui ont de double compétence et donc de la reconversion. Avoir des gens qui ont une expertise de 5, 10, 15, 20 ans dans un métier, la supply chain, les achats, la logistique, et lui apporter une compétence technologique, digitale, de manière, une nouvelle fois, à appréhender une nouvelle manière de travailler dans l'entreprise et de créer des nouveaux services. Donc plus que jamais, la tech va aider à cette transformation. Ça donne confiance, Dominique Dupaty? Ah oui, mais de toute façon, moi je suis toujours très positive. Je pense que c'est vraiment c'est vraiment une période extraordinaire et il faut la saisir. Et bien voilà, c'est une belle conclusion. Voilà. Merci infiniment à tous les trois. Merci. Dominique Dupaty. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et gérante de l'agence Andy Réseau et Réseau H. Merci Geoffrey Anduze, vous êtes directeur de la BU ERP chez Cegid. Et puis merci Gilles Gâteau, j'allais dire le patron, le directeur général de l'APEC, c'est pareil. Merci à tous, c'est la fin de cette émission. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette 8e saison d'Impact PME. Bonne fin de semaine à tous. Ciao.